nous sommes en présence du maire de la ville de Baie-Comeau, M. Yves Montigny. Alors, M. Montigny, bonjour. Je suis bien heureux de pouvoir faire cet entretien avec vous. Et je vous inviterai rapidement peut-être à me parler là, de votre coin de pays. Qu'est-ce qui anime les gens de la région de la Côte-Nord et tout particulièrement de Baie-Comeau? Alors, bonjour M. Blackburn. Heureux d'être avec vous aujourd'hui pour prendre le temps de vous parler des grands défis de Baie-Comeau, de tout ce qui nous anime, de tout ce qui nous motive ici actuellement dans la situation actuelle. Vous comprenez, Baie-Comeau, c'est un endroit formidable, Baie-Comeau, la Manicouagan. D'abord, c'est un lieu où il y a une proximité d'un port de mer. C'est un lieu où on est collé sur les barrages hydroélectriques de la Manicouagan. Vous savez, la région de la Côte-Nord, c'était une région très aride, une région qui était plus difficile à développer, mais c'est une région pleine de ressources naturelles. Vous savez, ici, là, les grandes entreprises, les grands entrepreneurs qui sont venus ici, ils ont trouvé ça top au début parce qu'en réalité, il fallait défricher la Côte-Nord. C'est une région de granit, c'est une région montagneuse. Par contre, parce que c'est une région comme ça, c'est une région forestière, mais c'est aussi une région d'énergie. C'est une région de ressources naturelles aussi. Alors, tout le potentiel minier autour de Baie-Comeau est important et il reste à développer. Maintenant, ce qu'on s'aperçoit, c'est que tous nos grands, je dirais, atouts, ils sont encore très jeunes. Baie-Comeau, c'est une ville jeune, là. C'est né fin des années 30, début 40. Donc, les défis sont là, puis il y a plein de potentiel pour le développement ici dans le secteur de la Manicouagan et de Baie-Comeau. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier de votre secteur, Monsieur le maire? Bien, d'abord, la grande fierté, Baie-Comeau, c'est une ville d'accueil. Baie-Comeau, c'est une ville qui a été fondée par l'arrivée ici de plein de monde de partout qui sont venus ici pour bâtir quelque chose d'impressionnant. Vous savez, Manic simple, là, jamais on n'aurait pu penser dans le début des années 30, 40, qu'on construirait quelques années plus tard un ouvrage réalisé par les êtres humains qui ont donné là, un barrage immense. 40 de l'énergie du Québec passe par la région de la Côte-Nord. Soit est produite ici à 30 puis le reste, il passe par ici parce qu'il vient des terres un peu plus haut. Mais vous comprenez, la Côte-Nord, pour le Québec, c'est essentiel pour sa vitalité économique, mais aussi pour la vie des citoyens en ville. L'énergie à Montréal n'est pas produite à Montréal. Donc, il faut comprendre que tout le potentiel, tout le développement du Québec, le développement du Québec moderne, quand on pense aux grands barrages, c'est fait ici. Puis nous, on les a dans notre cour. Et c'est pas juste ça, on a plein de potentiel parce qu'on a encore un port en eau profonde, puis on est encore connecté sur cette énergie-là. Fait qu'il faut tabler sur je dirais, cette grande fierté-là qu'on a. Puis les personnes qui habitent Baie-Comeau sont, je dirais, plusieurs personnes, des familles qui sont venues de partout du Québec, mais aussi de d'autres pays qui ont formé une société ici à Baie-Comeau, je dirais, d'accueil phénoménal. N'importe qui vient habiter à Baie-Comeau pour le travail se sent accueilli comme il n'y a pas d'autre place au Québec. Si je pouvais me permettre de poser cette question, Monsieur le maire, ça fait quand même pas beaucoup d'années que vous êtes à la tête de la ville de Baie-Comeau, mais quels ont été les grands défis que vous avez dû relever suite à votre arrivée à l'Hôtel de Ville? Et je dirais, de lequel de ces défis vous êtes le plus fier? Bon, d'abord, j'ai pas pris un mandat facile. Je le savais au moment où je me suis présenté. Ça se poussait pas aux portes non plus pour devenir maire de Baie-Comeau. Il faut comprendre, en 2017. Pourquoi? Situation économique difficile ici. Pourquoi? Parce que la région de la Côte-Nord est la région du Québec qui se vide de sa population. 2000 citoyens qui quittent, là. C'était pas rien, là. On a réussi, heureusement, à freiner ça. L'année suivante, à Baie-Comeau, on avait 200 citoyens de plus. Donc, on avait, en fait, réussi à freiner cette hémorragie-là. Bon, là, on est dans une période de COVID, la situation est différente, mais je veux vous dire, là, une grande fierté à ce moment-là, c'est de réussir à freiner cette hémorragie-là qui était que la région se vide de sa population. Maintenant, de redonner un genre de sentiment d'appartenance, si je peux m'exprimer. Vous avez raison. La raison qui fait qu'on devient maire, c'est qu'on veut avoir des citoyens sur notre territoire qui vivent une vie heureuse. Alors, si on les voit quitter, ben, on comprend qu'il y en a plusieurs qui quittent simplement parce qu'ils n'ont plus d'emploi ou il y a des emplois plus payants ailleurs, mais la qualité de vie doit demeurer, donc il faut s'assurer de faire ça. Mais on a un atout principal, puis ma plus grande fierté dans mon mandat de maire, là, au début, quand j'ai commencé à parler de ça, moi j'ai dit Baie-Comeau,
va partir sur la croissance parce qu'on est une région d'énergie. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir attiré chez nous un centre de données ici qui rapporte à la municipalité là, des revenus additionnels de 6 millions par année dans son réseau électrique. La ville, il nous manquait 2 millions pour arriver à boucler notre budget, puis on est allé chercher des revenus additionnels avec un centre de données. Maintenant, je veux en faire 2 autres, vous comprenez. Alors, c'est pas simple. On travaille toujours en négociation avec le gouvernement du Québec, avec Hydro-Québec, mais évidemment, c'est très important. Ça nous ramène en revenus clairs, là, en argent pour les citoyens, qu'on ne va pas le taxer, là, 1,2 million clair, ce centre de données-là qu'on a installé l'année dernière ici à Bécomo. Puis quand je me suis présenté aux élections, je vous l'ai dit, il me manquait en revenu net, là, il me manquait 2 millions. Fait qu'on est à 800 000 d'y arriver. Fait que je vais y arriver. Donc, vous faites preuve de beaucoup de détermination et ça se sent. Si j'avais, parce que vous avez parlé tantôt, je dirais brièvement de certains avantages de votre région, mais si vous aviez identifié 2, 3 ou 4 secteurs, je dirais, principaux sur lesquels vous voulez bien sûr miser vos orientations stratégiques, votre planification et votre développement, quels seraient ces secteurs? D'abord, je vais essayer de vous résumer ça rapidement parce que quand je suis arrivé maire, il n'y avait pas de planification stratégique du tout. Dans mon ancien emploi, dans le domaine de l'éducation, j'accompagnais les gestionnaires à faire des plans stratégiques. Alors, vous comprenez que dès mon élection, on est parti tout de suite en consultation, en concertation avec les partenaires pour faire un plan stratégique. On le fait, il est basé sur notre politique de développement durable. Alors ça, c'est important, une ville industrielle comme Bécomo qui base sa planification stratégique sur des principes de développement durable. Au début, quand j'ai amené ça, le monde me regardait et on dit « Wow! » Mais ça se fait, ça s'est fait et ça s'applique. 3 domaines importants que je vais vous résumer sur lesquels on peut travailler. D'abord, tout ce qui est énergie. Vous savez, ici, on est capable d'avoir des coûts d'énergie intéressants, des coûts concurrentiels, proximité des barrages, on a les grands postes électriques qui sont à proximité. Construire une ligne pour brancher une usine, c'est beaucoup plus court à construire ici parce qu'on a des grands postes de distribution électrique. On est capable de débrancher quand même assez rapidement avec, je dirais, des coûts optimaux pour l'entreprise, mais aussi pour les citoyens du Québec. L'élément important aussi que je veux vous parler, c'est tout le secteur forestier. Le secteur forestier pour la Côte-Nord, c'est majeur. Vous savez, c'est la raison première pourquoi le colonel McCormick est venu mettre son usine de papier à Bécomo. C'était parce qu'il y avait un port en eau profonde, proximité de la fibre de bois, puis, en fait, il y a un réseau de chemins forestiers qui s'est construit ici qui est important. Puis, on a aussi une bonne fibre de qualité. Puis, on est capable de travailler ici en bonne collaboration avec nos partenaires pour être capable de développer différents créneaux nouveaux dans la filière forestière de la Côte-Nord. Puis, Bécomo, avec son usine, c'est le cœur de toute cette filière nord-côtière. Fait que ça, c'est important. Et troisième élément important qu'on n'a pas développé encore, c'est tout le secteur, tout ce qui est minéralier, tout ce qui est mine. La Côte-Nord est souvent identifiée comme un secteur de mine, mais c'est pas le cas à Bécomo. On n'a pas d'entreprise minière établie à Bécomo. Donc, on est un peu comme le Lac-Saint-Jean avec tout le secteur forestier. On est un peu comme le Saguenay avec l'aluminium, mais le secteur minier comme cette île, Saint-Pierre ou Fermont, ben, on n'est pas là. Alors, tout le potentiel est là. On le sait, on a toutes les données pour nous le montrer. Maintenant, il ne nous reste qu'à le développer. Mais Bécomo, c'est une ville jeune, alors on va prendre le temps de grandir tranquillement. Une ville jeune avec un maire dynamique. Merci. Si je pouvais, avant de me rendre, je dirais, à parler de la COVID-19 et de la situation exceptionnelle dans laquelle on est, nonobstant ces éléments-là, quels sont les plus grands enjeux auxquels Bécomo et votre région faites face en fonction de ce que vous venez de nous décrire comme avantages, comme ressources, comme potentiel, mais également avec certains défis? Quels sont les plus grands enjeux auxquels vous faites face dans un contexte, si je peux me l'exprimer ainsi, normal d'avant COVID? Parfait. D'abord, 2 éléments. Le premier que je veux vous mentionner, c'est toute la capacité, parce qu'on a de l'énergie dans notre cours, d'être capable de développer des projets électro-intensifs énergivores. Vous savez, le premier ministre actuel le dit souvent, hein, c'est compliqué de faire des projets au Québec. C'est long de faire des projets au Québec. Je vous le dis, là, être entrepreneur, être propriétaire d'une entreprise actuellement qui veut se développer au Québec, il faut être très patient. Puis je le vois, là, les entrepreneurs sont patients parce qu'ils sont persévérants. Et ça, c'est un défi important. On a l'énergie dans notre cours, on la produit, on ouvre les vannes des barrages pour laisser couler de l'eau parce qu'on ne peut pas la turbiner, parce qu'on ne la vend pas toute.
on la tire dans l'eau salée, on la perd, on ne l'a pas turbinée, puis on a des investisseurs qui veulent faire des projets ici à Baie-Comeau pour avoir de l'énergie, puis on n'a pas l'autorisation de leur vendre. C'est scandaleux. C'est scandaleux qu'il y a des gens qui veulent venir créer des emplois, créer de la richesse, donner en fait, faire contribuer une communauté, à la fois par les emplois, mais aussi par les revenus, puis qu'on ne soit pas capable de le faire, qu'on ouvre les vannes des barrages, puis qu'on tire l'eau dans l'eau salée. C'est de l'eau qu'on n'a pas turbinée, puis c'est de l'argent qu'on perd. Ça n'a aucun sens. C'est comme chauffer une pièce puis laisser les fenêtres ouvertes. Ça n'a aucun bon sens. Ça, ce premier défi-là, il faut absolument le régler. Baie-Comeau, c'est une terre d'accueil exceptionnelle pour des centres de données et on a la fibre, on a le réseau Internet avec la redondance, on a l'énergie dans notre cour, puis on a un climat frais, puis on n'a pas besoin de climatiser des centres de données en période estivale. Donc, c'est un endroit formidable pour le faire ici. Puis Baie-Comeau, c'est un hub au niveau des fibres Internet. Donc, on a plein d'avantages. Ça, c'est le défi qu'on avait, c'est d'être capable de fournir à des entreprises qui nous demandent du courant, alors qu'on est la région productrice de courant. C'est impensable. Oui, c'est un paradoxe. Vous êtes dans la région où vous produisez de l'énergie, mais malheureusement, vous n'êtes pas capable d'en disposer pour générer des activités économiques dans votre milieu. Exact. En plus, qu'on a un réseau de distribution municipale qui nous appartient. C'est incroyable. On est capable de vendre de l'énergie comme Hydro-Québec est capable de le faire, mais ça prend des autorisations. Puis le monopole d'Hydro-Québec est souvent très lourd à être capable de faire bouger. Deuxième élément, je vous dirais, c'est le secteur forestier. La baisse importante de la demande du papier qui était là avant la situation de la COVID, on le savait. À Baie-Comeau, on a eu 4 machines à papier qui marchaient à plein régime. On s'est retrouvé à 2 machines à papier, avec des fois une machine qui marchait pas à plein régime. Donc là, on se retrouve en COVID avec une fermeture complète de l'usine de papier journal de Baie-Comeau. Gros défi. On va certainement être capable d'en reparler parce que c'est la COVID qui a tout, je dirais, amené cette situation-là. Dans le fond, on fait le lien avec effectivement la situation dans laquelle on se retrouve parce que vous en parlez très bien. Vous avez des enjeux, puis vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul à avoir ce genre d'enjeu-là, si je peux le dire ainsi, parce que plusieurs autres personnes m'ont également mentionné ces faits-là, mais dans un contexte d'opération normale, si on peut l'expliquer de cette façon. Maintenant, avec la COVID-19 et l'impact extrêmement important sur les activités économiques dans lesquelles on œuvre habituellement, et depuis le mois de mars où il y a eu une pause extrêmement importante, il y a eu des conséquences économiques. La Banque mondiale a même mentionné que nous étions au cœur de la pire crise économique des 150 dernières années. Comment ça se passe à Baie-Comeau dans le dossier de la relance ou dans le dossier de la pénalité ou de la pause économique dans lequel malheureusement tout le monde est plongé? Comment vous arrivez dans ce contexte très difficile, d'une part, à tirer votre épingle du jeu, mais également, si je pouvais me permettre, comment entrevoyez-vous la relance ou de quelle façon ou de quel outil vous devriez avoir besoin pour être capable de faire en sorte que cette relance économique auquel tous nous aspirons puisse se faire concrètement et de façon solide dans la région de Baie-Comeau et de la Côte-Nord. Donc, les impacts de la COVID-19 sur vous, sur votre territoire, sur vos citoyens, sur vos entreprises, mais quels seraient les outils que vous devriez avoir entre les mains qui vous seront offerts par les différents paliers de gouvernement pour que vous puissiez être un acteur clé dans la relance économique de votre région? C'est une très bonne question. Je vous dirais, c'est la question qui me mobilise ces temps-ci. On a parlé beaucoup de l'avant, on a fait des constats, mais on est en mode action. Ce matin encore, j'étais avec un groupe important là, chez Innovation et Développement Manicouagan avec différents genres d'affaires locaux. Alors, on a ce qu'on appelle un comité industriel avec lequel on se réunit pour trouver ensemble, à partir des constats qu'on a, des pistes de solutions, puis identifier nos besoins pour être capable de repartir, je dirais mieux, à la fois les PME locales, mais aussi tout le secteur industriel. On est là-dedans, on est en recherche de solutions là-dedans, mais je peux vous en donner quelques-unes là, sur lesquelles on travaille déjà. D'abord, le premier élément important sur lequel il faut travailler, puis je pense que le gouvernement du Québec le fait bien aussi, c'est toute la question de l'économie forestière. Toute la question du bois d'œuvre
qui est négocié actuellement avec les Américains. On a eu d'ailleurs un jugement très positif. Là, hier, on était en réunion avec l'Union des municipalités du Québec avec M. Raymond Chrétien qui nous expliquait là, un peu les impacts positifs du jugement qui a été donné face à notre vis-à-vis américain. Alors, on est bien content de ça. Il faut continuer à travailler là-dessus, mais on a des énormes défis. Oui, le prix de la planche est assez élevé actuellement. Là, ça nous aide, mais une planche, c'est carré ou rectangle, là, donc ça se fait avec un bio-rond. Quand on travaille avec un bio-rond, il y a du résidu. Le résidu qui, lui, il faut qu'il soit valorisé. On ne peut pas se permettre de ne pas valoriser les résidus qui viennent des entreprises de sciage. Ces résidus-là servent en grande partie aux papetières. Donc, la papetière de Bécomo, actuellement, elle ne fonctionne pas parce que la demande du papier s'est complètement affaissée dans la situation de la COVID. Grand défi qu'on a, c'est d'être capable de trouver une façon de travailler avec l'entreprise, des fois même, je dirais, amener l'entreprise à être capable de voir certaines opportunités. On est capable de le faire, je pense. On est capable ici, avec les avantages qu'on a au niveau géographique, à la fois le port de mer, la connexion qu'on a avec le traversier rail qui nous connecte sur la voie ferrée du CN directement. Alors, on est connecté de différentes façons au niveau du transport, mais on est capable aussi d'avoir du résidu, là, du sciage, du copeau, puis des produits forestiers ici dans notre région avec une proximité à la fois de la scierie qui est très performante et très moderne, avec une papetière à proximité pour être capable de travailler tout ça. Maintenant, le marché s'est effondré. Alors, vous trouvez d'autres produits qu'on peut faire. Et c'est là le sens qu'on peut travailler avec les différents ministères, économie, innovation notamment, pour être capable de trouver des produits. Mais on a besoin de travailler aussi avec les universités, travailler avec différents chercheurs à l'université, des chaires de recherche aussi, pour être capable de trouver des produits diversifiés. Il ne faut pas se laisser dépasser par le reste du monde. Le reste du monde, les autres pays dans le monde le font, donc il faut le travailler, nous autres aussi. Puis, toutes sortes d'autres défis qu'on a pour être capable de se relancer. Je vais juste rapidement vous parler des infrastructures portuaires. Vous savez, tout récemment, là, on vient de régler ça, là, on a eu une entente avec le fédéral. Puis là, on a une entente avec une entreprise pour être capable d'avoir un terrain additionnel tout près du port pour être capable de faire de l'entreposage. Alors, ce que je veux vous dire, c'est le port de Bécomo est en mode croissance. 47 millions d'investissements prévus à court terme au port de Bécomo. Donc, les entreprises du Québec, les entreprises d'ailleurs, qui cherchent un endroit où il y a une croissance au niveau des infrastructures portuaires, il y a de l'espace pour être capable d'approvisionner une usine potentielle avec leurs produits, les intrants, les extrants, puis connecté par une voie ferrée courte distance sur place, bien, c'est à Bécomo que ça se passe. Fait que l'autre grand défi, c'est de se faire connaître. Faire connaître aux industries l'avantage extraordinaire que les Bécomo pour eux autres. Ils ne savent pas. Ils ont toujours pensé que le Québec, c'était Montréal. Mais non. Les régions, le Québec s'est construit, s'est développé. La Révolution tranquille s'est faite au Québec, mais toutes les révolutions industrielles par après, c'est fait à cause du pouvoir des régions. C'est là qu'il faut explorer. Si on avait des suggestions, parce que vous le savez bien, la COVID-19, la pause, la situation économique dans laquelle on se retrouve, il y a eu beaucoup d'actions et de gestes qui ont été posés par les gouvernements, tant fédéral que provincial, pour venir en aide d'abord aux citoyens, pour venir en aide aux entreprises qui malheureusement sont directement impactées ou vivent les conséquences directes de cette pause et de cette situation économique dans laquelle on est malheureusement très difficile. Ouais. Si vous aviez à suggérer ou quels seraient les outils que vous voudriez avoir entre les mains, que les gouvernements pourraient vous dire, ben voici, on va aller dans telle direction, parce que vous savez, les gouvernements sont en train de se questionner également sur de quelle façon on pourrait envisager la relance, qu'est-ce qu'on devrait prioriser, quels sont les secteurs d'activité qu'on devrait peut-être mettre en évidence. On sait bien qu'il risque d'y avoir des secteurs plus durement touchés que d'autres, mais si on veut assurer cette relance-là, qu'elle soit le plus sécuritaire, mais durable également, qu'est-ce qui devrait être mis en place par les différents gouvernements pour justement faire en sorte que dans la région de la Côte-Nord, qu'à Bécomo, vous puissiez avoir les outils nécessaires pour assurer cette relance et vos entreprises également? Parfait. Première affaire. D'abord, au niveau local.
on est capable, nous autres aussi, de travailler ici à notre développement économique avec nos organisations de développement économique. Ce que ça nous prend, c'est la capacité de le faire. Je vais vous donner un exemple clair. Une région en croissance, comme Varennes, par exemple, ça va très bien parce qu'ils sont en croissance naturelle. Okay? Alors, eux autres, leur revenu municipal, là, au niveau des leviers, la taxation municipale, c'est des revenus qui leur viennent sans qu'ils ont besoin de faire des démarches pour être capables d'attirer chez eux des nouveaux citoyens. Alors, ils ont du terrain parce qu'il y a un changement de zonage agricole vers le résidentiel qui leur amène, là, je dirais un lot, là, un gros sac de revenus. Là. C'est comme s'il tombait du ciel une grosse poche d'argent. Dans des régions comme la Côte-Nord, on vit la situation inverse. Le système actuel de financement des municipalités nous amène, dans un contexte où on est en décroissance actuellement, à avoir moins de revenus. Si j'ai moins de revenus, je ne peux pas, moi, comme ville, me développer un département de développement économique avec des outils comparables à ces régions-là, par exemple, la Montérégie, Montréal, les régions avoisinantes qui sont en croissance. Je pense à toute la couronne là, du 4-5-0 là, qui vit une croissance, donc une augmentation importante de ses revenus. Donc, si on veut développer le Québec équitablement, il faut être capable de tenir compte des besoins et de la richesse possible dans des régions ressources qui peuvent contribuer à la croissance économique du Québec. Je vais vous donner un exemple clair là-dessus. En énergie. L'énergie du Québec, je vous l'ai dit tantôt, est produite ici. On est-tu capable ici de produire des produits de stockage d'énergie ici, aussi, qui vont être exportés ailleurs, stocker de l'énergie, amener ça ailleurs via notre port de mer. On est beaucoup plus proche de l'Europe que la région de Montréal. On a un port de mer. Je vous ai parlé des investissements qui s'en venaient à court terme au port de Bécomo dû au transfert fédéral de ce port-là vers la communauté. Donc, il y a là un potentiel incroyable. Donc, il faut être capable, pour le gouvernement du Québec, de cibler des créneaux d'avenir en se donnant une vision à long terme en disant, dans une dizaine d'années, qu'est-ce que ça va être le Québec? Ça va être quoi je dirais, l'atout majeur du Québec? Moi, je vous le dis, tout le secteur de l'énergie, là, ce l'était, ce l'est et ça va l'être encore. Et cette énergie-là, elle n'est pas qu'hydroélectrique. Elle doit se développer dans d'autres domaines, notamment dans le domaine de l'hydrogène, aussi dans le domaine de la biomasse, dans le domaine aussi du biocarburant à partir de la matière ligneuse forestière. Il y a là un potentiel sur lequel on est assis au Québec, puis qu'on ne développe pas encore assez. Et ça se fait dans les régions du Québec à partir de patrons d'entreprises qui sont visionnaires et qui ont décidé d'y aller. L'enjeu premier, c'est Hydro-Québec. Il faut qu'il laisse de la place à l'entreprise privée. Il ne faut pas étouffer l'entreprise privée. Je vous donne un exemple. J'entends beaucoup le gouvernement du Québec parler d'investissement étranger, d'investissement privé, mais dans le domaine de l'énergie, il faut trouver l'équilibre. L'équilibre entre l'investissement privé et le monopole de l'État. Donc, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas privatiser ce que Hydro a déjà, mais il ne faut pas qu'Hydro agisse, je dirais, à s'approprier tout ce qui peut être développement économique dans le domaine de l'énergie. Il faut qu'il laisse aussi l'entreprise privée prendre sa place. Mais si je veux faire un peu du pouce sur ce que vous venez de nous présenter, je crois comprendre que l'innovation pour vous est un élément clé pour la relance et l'avenir économique de votre région. L'innovation, que ce soit dans le secteur forestier, dans le secteur de l'aluminium, dans le secteur de l'énergie. Oui. Donc, pour vous, l'innovation semble être vraiment une pierre d'assise pour positionner la relance économique de la Côte-Nord et de Bécomo de meilleure façon. Donc, le message que vous envoyez, tant au gouvernement fédéral qu'au gouvernement du Québec, donnez-nous les moyens de pouvoir mettre en place les meilleurs outils nécessaires pour que l'innovation puisse faire partie de la relance de la Côte-Nord et de Bécomo. Mais qu'en est-il, par exemple, de la formation ou des programmes particuliers pour vous permettre de faire des essais-erreurs? Parce qu'on voit bien qu'il y a des secteurs d'activité qui risquent d'être plus longuement affectés par la situation actuelle que d'autres secteurs. Peut-être même assisterons-nous, malgré toute la bonne volonté du monde, peut-être même assisterons-nous à certains secteurs qui risquent de disparaître au profit de d'autres secteurs. Alors, dans cette perspective-là, comment vous arrivez, vous, à vous positionner et quels sont vraiment les outils que vous devez avoir entre les mains pour vous permettre de faire en sorte que ce virage-là
parce que c'en est un virage inévitablement, que ce virage-là permette aux citoyens de la Côte-Nord, aux citoyens de Baie-Comeau, aux entreprises du secteur de Baie-Comeau de pouvoir, je dirais, participer à cette relance qui est extrêmement importante. Vous avez raison, M. Blackburn, puis c'est un élément important, puis j'allais l'oublier, fait que vous me le ramenez, j'apprécie beaucoup. D'abord, toute cette volonté de travailler en innovation, qu'on travaille déjà avec des acteurs du milieu, mais qu'on pourrait faire plus avec plus d'investissement gouvernemental, notamment pour nous soutenir dans notre développement. On va soutenir tout le Québec si on fait ça. Mais c'est l'université. La Côte-Nord est la région du Québec qui n'a pas d'université du Québec à. Ça n'existe pas ici. La région de Rimouski en a une. Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils ont celle de Chicoutimi. Alors, je parle de l'Abitibi-Témiscamingue, qui a un très beau modèle en Abitibi-Témiscamingue, parce que c'est une université régionale avec 2 pôles. Formidable. C'est ce qu'on vit ici, cette île et Baie-Comeau. 2 grands pôles économiques majeurs ou des villes, ce qu'on appelle, nous autres, les cités régionales, qui sont des moteurs économiques pour toutes les autres municipalités de la région. Alors ici, on est en train de travailler, on a commencé ça depuis mon élection avec mon collègue Marcel Furlong, qui est préfet de la MRC. On a travaillé pour mettre fin, c'est difficile des fois de faire ça, mais il faut le faire, mettre fin à un modèle qui donnait des services universitaires qui était arrivé à sa fin de vie utile, qui était pas en croissance, qui était en décroissance, puis qui nous rendait non concurrentiels, puis qui éliminait toute l'innovation dans le modèle universitaire sur notre territoire. On a mis fin à la Corporation des services universitaires à la fin du mois de juin dernier. Elle est officiellement fermée. Maintenant, l'Université du Québec à Rimouski a pris la relève ici pour créer une antenne universitaire. Elle n'est pas encore créée. L'Université du Québec à Rimouski est présente sur la Côte-Nord parce qu'elle était présente pour donner des services à la Corporation des services universitaires. Mais elle ne faisait que donner des services d'enseignement. Maintenant, ce qu'on travaille avec l'Université du Québec à Rimouski, c'est de travailler des programmes spécifiques pour les besoins de la Côte-Nord pour qu'on travaille en recherche, innovation, développement avec aussi le secteur de recherche de l'Université du Québec. Alors, on est en train de prendre un virage majeur et notre CCTT, qui est notre centre de, en fait, notre cégep, a un centre de recherche en forêt boréale, se connecte aussi avec ce qu'on travaille à l'antenne universitaire pour développer ici un service adapté aux besoins de la région, mais aussi aux besoins des entreprises puis des PME qui sont là. Trop longtemps, malheureusement, le secteur de Baie-Comeau, le secteur de l'ouest de la Côte-Nord, n'a pas été en mesure de donner du soutien par des services universitaires en recherche et innovation aux PME locales. Maintenant, on s'en va vers là. On veut le faire aussi avec la grande entreprise, bien sûr. Mais ça m'amène à vous poser une question, M. le maire. Concernant les infrastructures sur la Côte-Nord, que ce soit les infrastructures de transport, les infrastructures technologiques, les infrastructures industrielles et ou d'éducation, quel est le niveau de vos infrastructures? Parce qu'on le sait bien, pour le développement économique de toutes les régions du Québec, de la capitale nationale ou même de Montréal, les gens ont besoin d'avoir des infrastructures de qualité dignes du 21e siècle. Alors, dans ce contexte, quel est l'état des infrastructures dans votre région? D'abord, c'est une région qui s'est construite un peu isolée. Hein? La Côte-Nord, au départ, c'était pas mal isolé. On l'a vu même quand le traversier à Baie-Comeau-Matane arrête, on se sent isolé, enclavé. Donc, on est obligé de créer chez nous à Baie-Comeau un réseau, un système de services municipaux comme il n'y a pas ailleurs. Ici, là, on est 22 000 habitants, on a 4 glaces, 2 arénas. On a un centre de ski qui opère, okay? Un centre de ski formidable, familial formidable. On a ici un club de golf 18 trous, incroyable. Ça vaut la peine que vous venez jouer avec moi, je vous invite d'ailleurs. Je vous le dis, c'est vraiment incroyable. Et on a fait un réseau comme ça. Ça coûte cher à porter. Et vous savez, on avait la chance à Baie-Comeau, puis là encore, on a la chance à Baie-Comeau d'avoir dans nos entreprises, des grandes entreprises qui, évidemment, ont des grandes infrastructures industrielles, donc qui payent quand même des montants importants de taxes à cause de la valeur importante de leurs bâtiments. Donc, ça nous a permis d'avoir ce réseau d'infrastructures municipales-là, qui est un club de curling, par exemple. Il y a bien des places qui n'ont pas ça. Là. Nous, on l'a, puis on a un gros club de curling assez impressionnant. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que ici, on a ce réseau-là. Maintenant, les infrastructures portuaires, on était freiné par le fédéral qui n'avait aucune vision de développement de ces ports. Il y en a qui avaient été cédés
à des organismes locaux qui sont toujours attachés au fédéral, comme je pense par exemple Bord de Québec, Bord de Montréal, Trois-Rivières, Saguenay, Sept-Îles, qui avaient été transférés avec des corporations là, qui le gèrent, mais qui sont toujours attachés au fédéral. Le port de Bécomo, comme il était un port fédéral, puis que le fédéral avait décidé de se défaire de ses ports, ben, il le considérait quasiment comme je dirais comme un pont. Donc, il est là, il marche, il est là. Ceux qui veulent s'accoster dessus, ils le font. Mais moi, là, je vais mettre le minimum d'entretien dessus parce que pour moi, je ne veux pas les garder, les ports, je veux m'en défaire. Un peu comme quelqu'un qui pense qu'il va vendre sa compagnie. C'est la vision du gouvernement fédéral que vous venez de décrire. Ce n'est pas la vision que vous avez concernant l'activité du port. Vous avez raison, c'est la vision du fédéral. Donc, la vision du fédéral, c'est de ne pas y mettre de l'argent parce que lui, il voulait s'en départir. Alors, maintenant, avec l'entente de cession du port qu'on vient de faire, on a développé un plan d'affaires important qu'on a déposé au gouvernement du Québec, au gouvernement du fédéral, avec une vision à long terme de développement portuaire. Et c'est pour ça que je vous expliquais dès le début qu'on veut investir jusqu'à 47 millions sur le port, des investissements importants, agrandir des secteurs, prendre possession d'un terrain pour faire de l'entreposage. Alors, je vous dirais en 2 temps. Les infrastructures municipales sont bien entretenues. Ils sont beaucoup plus développés que dans d'autres villes du Québec à cause de notre particularité géographique. Mais les infrastructures fédérales avaient été laissées à l'abandon. Alors, pas à l'abandon. Elles n'avaient pas eu, je dirais, les investissements. La dose d'amour nécessaire pour être capable de bien performer. Donc, vous avez des infrastructures sociales de qualité pour attirer la population, attirer les employés. Vous avez des infrastructures comme celle du port de Bécomo de qualité, là, maintenant, qui vont vous permettre de se servir de ces infrastructures-là comme levier économique. Mais par rapport à vos infrastructures, par exemple, d'Internet ou vos infrastructures de transport de la région ou entre les régions, que ce soit transport routier ou transport aérien, ou même transport sur les eaux, comment vos infrastructures vous permettent-elles de pouvoir d'abord compter sur des infrastructures de qualité si c'est le cas? Et sinon, qu'est-ce qui pourrait être fait pour vous permettre justement d'avoir ces infrastructures de qualité pour vous permettre d'avoir une perception beaucoup plus poussée sur l'avenir concernant le développement économique de votre région? D'abord, on ne pourrait pas développer Bécomo si on n'avait pas une infrastructure aéroportuaire importante. On a un aéroport, l'aéroport de Bécomo qui est situé à Pointe-le-Bel, mais à proximité. C'est une municipalité avoisinante. Mais cet aéroport-là a toutes les qualités qu'a besoin un aéroport pour être bien fonctionnel. Même la sécurité là, pour être capable de connecter avec les vols internationaux. Par exemple, on va partir un investisseur, par exemple, qui est en France, qui a investi à Bécomo, mais qui a des employés, évidemment, parce que le siège social pourrait être en Europe. Bien, un arrêt à Montréal, un transfert vers Bécomo, puis c'est rendu. Tout simplement, on n'a pas besoin de sortir, les bagages se rendent directement parce qu'on a de la sécurité pour le transfert pour Montréal-Trudeau en un vol. Donc, on est là-dedans, on est dans cette situation-là. On travaille avec actuellement des transporteurs comme Air Liaison Pascal actuellement. Donc, ça va très bien. La reprise, malgré la COVID, est en train de se refaire. Il faut s'assurer de garder ça de façon pérenne à long terme avec des investissements à l'aéroport qui s'en viennent. Donc, évidemment, on a besoin aussi de toujours entretenir notre aéroport, d'améliorer l'expérience client. Puis évidemment, on va travailler là-dessus, ça c'est clair, mais l'aéroport actuellement est un aéroport qui, je dirais, qui est très bien, qui fonctionne très bien, qui est très accueillant, très confortable, puis avec des bons services pour être capable de connecter avec le reste. Pareil pour les infrastructures maritimes, on est connecté avec Matane, avec un bateau qui va très bien maintenant, qui a connu des problèmes, mais qui fonctionne maintenant très, très bien. Alors, on a plein de potentiel, on est à une belle place. Pour ce qui est d'Internet, on est avantagé, je vais vous l'expliquer pourquoi. Bécomo était connecté naturellement avec Rimouski. Rimouski était connecté là parce que c'était Québec Téléphone, qui est devenu TELUS maintenant. Alors, c'est pas rien dans la croissance de TELUS. Toute la connectivité avec la Côte-Nord a été en croissance importante, ce qui a amené la concurrence à investir aussi dans le réseau nord-côtier pour ne pas laisser tout le réseau complet de la Côte-Nord à une seule entreprise. Donc, on s'est retrouvé ici à devenir un endroit de hub, une espèce de hub pour connecter avec le nord, avec l'est vers cette île, mais aussi avec la rive sud, donc tout connecte ici. Donc, quand on travaille à des centres de données, puis je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça prend de la redondance dans le domaine des centres de données, ça prend de la rapidité, puis à Bécomo, on est bien placé.
parce que juste quand on va un petit peu plus haut, là, quand on monte là, vers Port-Cartier, bien là, on n'a plus de redondance. Donc, à Baie-Comeau, on est ce secteur-là parce qu'on est connecté avec la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Donc, vous avez des infrastructures de transport, d'aspect social ou de technologique à la fine pointe de la technologie. Donc, si j'avais à vous poser la question suivante, comment entrevoyez-vous l'avenir dans le contexte actuel versus une relance économique? Est-ce que vous êtes confiant dans cette relance et de quelle façon vous l'envisagez? Mais moi, je vais vous dire, Bécomo a tout ce qu'il faut pour grandir. Il faut se faire connaître davantage. Alors, c'est vraiment un travail important qu'on a à faire. On a grandi notre équipe de développement économique pour être capable d'être des prospecteurs, pour être capable de se faire connaître, de démontrer le potentiel. C'est triste que des entreprises se soient probablement dans le passé construites ailleurs alors qu'il y aurait eu beaucoup plus d'opportunités puis facilité à Bécomo, puis il aurait probablement fait plus d'argent s'il était venu s'installer à Bécomo, mais malheureusement, on est passé en dessous de leur radar. Donc, il ne faut plus que ça arrive. Et on a le potentiel, on a tout ce qu'il faut, on a le port de mer, on a, comme je vous ai dit, l'aéroport, on a le lien maritime à la rive sud, on a l'Internet haute vitesse, on a l'énergie, on est capable de travailler des centres de données, on est capable ici de connecter dans les années 2020 avec la technologie de l'avenir, on est capable aussi de travailler en stockage d'énergie parce qu'on a du terrain pas cher. Ça, c'est un gros avantage. L'entreprise qui veut s'établir, qui a besoin d'un emplacement important, ben, ça coûte cher en ville, là, acheter du terrain. Alors qu'acheter ça ici en région, ben, on a de l'espace amplement, puis on est capable de le travailler. La ville de Bécomo a du potentiel incroyable au niveau de ses terrains vacants. On est capable de le faire, puis on est tout près de l'énergie. Maintenant, ce qu'on travaille aussi, un bon défi, puis on est en train de le relever, c'est l'accès au gaz naturel liquéfié. Ça, on est en train de travailler là-dessus, puis ça va très bien, ça avance très bien. Le gouvernement du Québec a fait des annonces déjà là-dessus. Le ministre Jonathan Julien est connecté avec nous là-dessus. Il a déjà fait des annonces l'année dernière pour que ça soit concurrentiel ici à la région de la Côte-Nord avec les autres régions du Québec par rapport au gaz naturel. Alors, Yves Montigny, maire de Bécomo, merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée à vous.